Alors donc bonsoir à tous. Tout d'abord le petit rappel technique, mais je vois que tout le monde l'a fait. On éteint bien son micro pour l'instant. Ce sera bien plus sympathique pour les intervenants. De toute façon, vous pourrez poser vos questions après chaque intervenant. Je suis Frédéric Davot, élue donc à l'URPS Kiné Centre Val de Loire, et avec Marie-Charlotte Regnault, nous allons modérer ce soir ce webinaire. Nous sommes accompagnés de Laurie Gillet, qui est la chef de projet de l'URPS. Donc, le thème de ce soir, nous sommes ravis de vous accueillir pour parler de kiné et la dénutrition. Quels sont les signaux d'alerte et est-ce que l'on va pouvoir trouver les solutions concrètes? Voilà, donc merci beaucoup de l'intérêt que vous portez sur ce sujet qui est pluriprofessionnel dans la prise en charge d'une personne dénutrie, qu'elle soit âgée ou pas. Donc l'URPS, juste un petit exemple des missions du RPS, et justement pour rester dans le cadre du sujet de ce soir, l'URPS a développé un outil pédagogique autour des facteurs de risque de la chute, dont la dénutrition fait partie. C'est la Maison de Maurice. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur le site de l'URPS ou sur le site de l'ERVMA. La Maison de Maurice a été conçue par un kinésithérapeute, un collègue, Michael Duvaux, lors de son DU gériatrie, et a été créée pour l'URPS et en développement grâce à l'ERVMA. Donc l'ERVMA, équipe régionale du vieillissement et du maintien de l'autonomie, dont nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Dr Fougère lors des interventions, qui en est le chef. Alors donc, vous allez pouvoir ce soir écouter les intervenants suivants. Donc, professeur Fougère, gériatre, gérontologue au CHRU de Tours, et donc chef de pôle vieillissement à l'ERVMA. Si j'ai oublié des choses, vous n'hésiterez pas à en rajouter tout à l'heure. Ensuite, nous allons entendre Monsieur Antonin Autier, kinésithérapeute, qui a un DU nutrition diététique clinique et thérapeutique. Puis Annie Girardot, diététicienne de l'ACEPT, une association de santé, d'éducation et de prévention. Tu nous présenteras aussi un petit peu, tu nous présenteras un petit peu ton association tout à l'heure. Donc l'URPS dont je vous parlais tout à l'heure, qui a mis en place la Maison de Maurice. Si vous ne la connaissez pas, cette maison, je vous en fais une brève description. Elle se présente sous forme de 3 grands kakémonos qui sont hauts de 2 mètres et qui représentent en fait une chambre, un salon et une salle de bain, et où les participants peuvent visiter et rechercher, grâce à une pédagogie participative, les facteurs de risque des chutes, ce qui permet aux animateurs d'aborder tous les sujets, tous les facteurs de risque de ces chutes. Alors il existe une formation pour l'animer, une formation si vous le souhaitez, donc Laurie va vous mettre le contact, qui est en fait le contact de l'URPS pour l'instant, contact @URPS, MKL, etc. Voilà, Laurie, je te laisse le mettre dans le chat, merci. Donc ce contact de l'URPS ou celui de la Chambre des erreurs directement. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien inscrire ces adresses mail pour demander à l'utiliser ou pour demander à apprendre à l'animer. Pour l'avoir déjà fait, c'est très intéressant et très très ludique. Félicitations à Michael et puis à l'URPS et à l'URVMA qui ont participé à toute cette fabrication. Alors donc, nous allons laisser la parole au professeur Bertrand Fougère. Vous pourrez poser des questions tout de suite après, comme ça, docteur Fougère qui doit repartir pourra être en temps et en heure. Voilà, donc merci à tous. Est-ce que on a 10 petites minutes pour que Monia Patrimoine, qui est un cabinet de gestion de patrimoine, représenté par Fabrice Buron, puisse simplement nous présenter les évolutions de la Carpinco en 2025. Juste un petit instant, excusez-moi. Allez, à Fabrice alors. Merci beaucoup, et on va laisser du temps au professeur Fougère derrière. Donc là, le sujet effectivement concerne l'ensemble des affiliés de la Carpinco dès le 1er janvier, avec des modifications sur le régime de prévoyance principalement. Il y a un petit détail, on le verra tout à l'heure, qui touche un tout petit peu à la retraite, enfin au droit à la retraite. Donc juste rapidement, Monia Patrimoine est organisé finalement avec un pôle patrimonial. C'est mon collègue Morgane Brochard qui est conseiller expert en gestion de patrimoine, donc plus sur la partie financière. Et moi, avec 20 ans d'expérience sur la protection sociale, j'ai pris la responsabilité de ce pôle protection sociale avec les missions qui sont décrites là, qui vont de
l'audit à la mise en place de solutions, donc sur des solutions variées comme on l'a là rapidement. Voilà, ça c'est juste pour vous dire qui vous avez en face de vous pour intervenir ce soir. Voilà, donc juste en élément de concept, enfin de contexte, pardon. Depuis le 1er juillet 2021, on revient juste un petit peu en arrière. Vous avez des indemnités journalières chez tous les libéraux qui sont intervenus, qui sont au niveau des cotisations gérées par l'URSSAF et au niveau des prestations gérées par la CPAM. Ces indemnités journalières qui ont été mises en place post-Covid, vu les nécessités qui sont apparues à cette période-là. Ces indemnités journalières nécessitent potentiellement d'adapter vos contrats. Si ça n'a pas été fait depuis 2021, ça veut dire qu'il y a ça en plus dans le paysage avec ce que je vais vous annoncer après. Deuxième élément de contexte, depuis juillet 2024, vous avez des évolutions déjà qui sont intervenues et qui sont déroulées maintenant dans ce que décrit votre caisse en termes d'évolution pour 2025, mais c'était déjà en place, avec une première évolution sur les capitaux d'essai qui sont maintenant ouverts aux conjoints pacsés, là où la caisse jusqu'à présent ne reconnaissait que les conjoints mariés. J'ai envie de dire que c'est un peu l'héritage du côté caisse de retraite. Deuxième aspect, c'est pour l'accompagnement de la reconversion professionnelle avec quelque chose de graduel qui peut intervenir sur 2 ans, mais qui baisse au fil du temps et qui nécessite, donc sur ces 2 sujets-là, ça nécessite, là aussi, je vais vous faire le parallèle tout le long, ça nécessite d'aller regarder ce qu'on met en place ou ce qu'on a en place en termes de protection, avec un sujet sur la clause bénéficiaire dans le cadre des garanties d'essai et un sujet sur les contrats de prévoyance pour les adapter là aussi à une potentielle reconversion professionnelle et être accompagné durablement par le contrat, là où la caisse baisse ses prestations graduellement. Donc maintenant, vous avez un support qui est à disposition sur le site de la Carpinco, qui vous évoque, qui vous précise les évolutions sur 2025. Donc dès le 1er janvier, ça rentre en vigueur, donc avec quelques points phares qu'on va voir très rapidement. On vous explique sur cette première page que il y a de plus en plus de prestations à verser, il y a de plus en plus de sinistralité dans vos professions. Ça a nécessité pour la Carpinco de taper dans les réserves. Donc ça veut dire que dans les années qui viennent, on risque malheureusement de voir les besoins encore augmenter et donc des besoins financiers. Donc pour cette année, pour 2025, la caisse gèle la cotisation, ne la fait pas évoluer, mais c'est à craindre effectivement pour les années à venir. Ça, c'est la charge de votre caisse et de cette gestion de la profession pour accompagner cela de manière aussi douce que possible. Parmi les points phares à retenir, donc ce gel de cotisation dont je viens de vous parler, donc ça, on va dire que c'est un bien pour cette année puisque ce que je vous évoque après sont principalement des dégradations du régime. Même si on va pas le dire trop fort, mais c'est quand même des dégradations du régime. Donc, vous avez une amélioration au niveau des indemnités journalières, puisque je vous rappelle que il y a quelques années, les libéraux ont eu accès, et les artisans commerçants aussi, ont eu accès au mi-temps thérapeutique, ce qui n'était pas le cas avant. Ça aussi, ça nécessite un petit coup d'œil dans vos contrats, parce qu'il y a encore des contrats sur le marché qui ne prennent pas en compte le mi-temps thérapeutique. Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est assez binaire. C'est soit vous êtes arrêté, soit vous reprenez, et il n'y a plus de prestations. Si votre contrat, lui, est plutôt d'une nouvelle génération et prend en compte le mi-temps thérapeutique, vous aurez de l'indemnité journalière à 50% prévue dans votre contrat pour accompagner le mi-temps thérapeutique. Donc là aussi, ça nécessite de voir un peu ce qui se passe. Alors, le point phare, il est là. Le point phare, il est là avec la suppression, c'est les majorations pour charges de famille. Donc, quand je suis arrêté, arrêt de travail ou invalidité, j'ai des majorations de mes prestations qui étaient prévues et qui malheureusement sont là divisées par 2. Donc si je vous prends un exemple comme ici avec un praticien qui aurait 3 enfants à charge, ça veut dire 725 € de moins par mois en cas d'arrêt de travail et ça veut dire 18 000 € en cas d'invalidité en moins par an, ce qui veut dire que c'est plus du tout la même protection de la part de la caisse. Et là, bien sûr, se pose la question de est-ce que votre contrat va suivre ou pas? Est-ce qu'il est adapté ou pas?
Si vous avez un contrat dit forfaitaire, ça va s'adapter. C'est le problème de l'assureur, c'est-à-dire que lui, il est là pour combler de manière à vous couvrir au niveau prévu. Si vous avez souscrit par exemple pour 36 ou je sais pas 48 000 euros par an, par exemple, contrat forfaitaire, bah, vous allez être couvert pour 48 000, quel que soit ce que versent les caisses par ailleurs. Si votre contrat est indemnitaire, c'est complètement différent. Là, vous avez des prestations qui sont prévues en euros, qui ne vont pas tenir compte de ce que verse le régime obligatoire et qui ne vont pas tenir compte de cette réforme et de cette baisse de prestations. Donc, gros point de vigilance là-dessus, c'est un des points phares de cette réforme 2025 et qui rentre donc en vigueur dès le 1er janvier. Ça veut dire que moi, je crains beaucoup de mauvaises surprises sur les premiers sinistres qu'on aura dans l'année. Et donc, en parallèle, je vous donne juste l'éclairage assureur aussi. Hein. La tendance aujourd'hui des assureurs est d'augmenter lourdement les cotisations sur les professions des auxiliaires médicaux parce que eux aussi ressentent cette augmentation de la sinistralité. Et donc on assiste à des augmentations de cotisations qui sont assez sérieuses, voire même des assureurs qui font monter les cotisations pour ne pas assurer ces professions. Ça, c'est le petit point qui touche un tout petit peu aux retraites, indirectement, parce que, alors d'abord, c'est un point, ça c'est le fait de voir prise en charge ces cotisations en cas d'arrêt de travail ou en cas d'invalidité. Il faut savoir, par exemple, que dans le régime des salariés, c'est quelque chose qui est inhérent au régime, et c'était le cas aussi pour la Carpinco. Et donc, ici, on nous dit que finalement, vous allez continuer à cotiser même en arrêt de travail pour le régime, là où avant, on vous étiez exonéré de cotisation pendant l'arrêt de travail ou pendant l'invalidité. Et puis, je vous invite à aller voir ce support que je vous montrais, qui est disponible sur le site de la Carpinco. Et dans le détail, on vous décrit le fait que vous avez aussi la possibilité de demander à être exonéré de ces cotisations, mais avec un impact potentiel sur la retraite derrière. Ce qui est un peu la double peine, si vous voulez, parce que déjà en invalidité, c'est la double peine parce que on ne va prendre en compte que mes trimestres et plus mes salaires, hein, comme ça serait par exemple dans l'invalidité pour un régime salarié. Mais en travaillant non salarié, vous avez un peu la même problématique. Et là où dans les régimes, dans d'autres régimes, et du coup c'est pas égalitaire, hein, dans d'autres, enfin il n'y a pas d'équité. Dans d'autres régimes, vous avez une prise en charge des cotisations et là, vous la perdez effectivement dans votre régime. Ou alors, vous souhaitez sciemment rogner sur les droits à la retraite pendant ces périodes-là. Voilà, ça c'est le petit plus qui malheureusement gratte un peu aussi. Donc, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers l'URPS MKL puisque c'est aussi votre interlocuteur et notre partenaire. Et puis, n'hésitez pas à questionner si vous avez besoin de prendre contact. Je vous remercie beaucoup de ce temps et donc on passe la parole au professeur Fougère. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Buron. Donc, pendant ce temps-là, bonsoir à tous. Docteur Fougère qui nous présente. Merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup à l'URPS, ma sœur kinésithérapeute. Et puis un petit merci particulier quand même à Laurie qui nous a un peu challengé et puis organisé tous ensemble et puis fait tout le kit slide pour en fait que tout soit mis ensemble. Je suis très content parce qu'en plus, on a pas mal de collaborations justement entre les kinés, les équipes de gériatrie du CHU et notamment l'équipe régionale vieillissement, maintien de l'autonomie. Frédéric là, en a parlé tout à l'heure. Et donc, ça me paraissait assez naturel de pouvoir aussi participer à ce webinaire. Donc, moi, je vais parler des nutritions donc, des personnes âgées avec, je vais poser largement les concepts et puis pour mes collègues seront probablement, j'allais dire, plus pratico-pratiques que moi. Je vais aller vraiment sur les définitions, donc sur ce que disent les chiffres. La dénutrition, c'est quoi? Comment on la diagnostique? C'est quoi les freins et les leviers justement au diagnostic de la dénutrition? Et puis évidemment, j'allais dire, je vous parlerai de ICOP, qui est un programme de vieillissement en santé. Vous finirez par, à force de, s'il y en a certains qui m'ont déjà entendu, c'est un peu mon petit dada parce que c'est un programme qui, je crois, va aussi changer la façon dont on doit aborder le vieillissement et aussi l'autonomie des personnes. Alors l'espérance de vie, elle a largement augmenté dans les 50 dernières années. Hein. Vous voyez, on est à 85 ans maintenant d'espérance de vie pour les femmes et on a touché enfin les 80 ans là, en 2023 pour les hommes. Là, l'espérance de vie, elle a largement augmenté et j'aime bien faire passer ce message.
grâce aux antibiotiques et à la vaccination. Et donc, on est en période de vaccination, notamment pour la grippe. Et je tiens à rappeler qu'en ce moment, nous sommes à 24% des professionnels de santé qui sont vaccinés pour la grippe, sachant qu'il y a une recommandation quand même pour les professionnels de santé d'être vaccinés pour la grippe. Donc, c'est ce qui a fait augmenter l'espérance de vie. On mourrait de maladies infectieuses, hein. Mais bon, là, on est sur la partie dénutrition, parce que juste pour vous montrer que quand on a 85 ans, on fait 93 000 repas. Donc, manger, c'est important. Et 2,1 ans, je l'ai mis, c'est le temps moyen que les résidents restent en EHPAD, hein. Et donc, ça fait quand même 2300 repas que les résidents prennent aussi à l'EHPAD. La dénutrition, les chiffres, c'est 2 millions de personnes qui sont dénutries en France, donc 400 000 personnes âgées à domicile. Ça représente à peu près 10% des personnes de 70 ans et plus. Et c'est 40% des résidents d'EHPAD. Donc les résidents d'EHPAD, c'est de 728 000 personnes. Et donc ça fait à peu près 270 000 personnes qui sont dénutries dans nos établissements médico-sociaux. Et ça représente 30% des personnes hospitalisées. Quand on regarde ces chiffres, ce qui est un peu, j'allais dire, embêtant, inquiétant, on pourra en discuter, c'est que je peux reprendre les chiffres d'il y a 10 ans et en fait, on n'a pas bougé. Donc, le truc, c'est que, bon, à la fois la population vieillit, etc., et probablement que ça joue aussi, mais probablement aussi qu'on n'est pas, en tout cas, efficace, efficient sur la prise en charge de la dénutrition. Et pourquoi aussi il y a tout ça? Bah parce qu'en fait, on nage dans des messages complètement schizophréniques, puisqu'on nous fait passer des messages sur manger, bouger, c'est la santé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Et à côté de ça, vous avez des promotions sur les pots de Nutella et sur le fait qu'il faut aller manger au McDo. Donc en fait, on nage en permanence dans ces messages un peu schizophréniques sur la nutrition. Alors la dénutrition, c'est quoi? La dénutrition, c'est en fait c'est un déséquilibre d'une balance. Et la déséquilibre entre des apports en nutriments et les besoins en nutriments. En fait, on sait que les personnes âgées ont des besoins en nutriments qui sont strictement identiques à l'adulte, voire même supérieurs, notamment quand quand ils sont dans des périodes aiguës. Et donc, ça peut entraîner des diminutions justement du tissu adipeux, du muscle, et donc une baisse de l'immunité. Et ça entraîne vraiment des conséquences fonctionnelles avec des chutes, des fractures, des risques d'infection, des hospitalisations, des institutionnalisations et évidemment le décès. Donc vraiment, maintenant, on considère la dénutrition non pas comme un risque pour notamment de chute, de complications, etc., X ou Y, mais vraiment comme une maladie. Et donc, il faut vraiment le voir comme la dénutrition comme une maladie avec ses conséquences. Alors, les causes de la dénutrition, elles sont multiples, hein, mais les listes que j'ai faites, elle n'est pas du tout exhaustive. Et les causes de la nutrition chez le sujet âgé, il y en a qui sont complètement identiques à celles qu'on peut retrouver à tous les âges, hein. C'est les pathologies comme le cancer, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, etc. Principalement, là, dans ces pathologies-là, pour un excès notamment de catabolisme. En fait, c'est des pathologies chroniques qui entraînent une consommation calorique plus importante que le métabolisme de base. Et donc, les gens, s'ils diminuent aussi, enfin, s'ils diminuent ou s'ils ont des apports qui sont identiques, ils vont finir par en fait être dénutris par hypercatabolisme lié à ces pathologies. Chez le sujet âgé, on a aussi des particularités, un peu plus d'infections aiguës, il y a les troubles cognitifs qui perturbent la prise alimentaire, le moral, hein. C'est ce que je dis souvent, on est des animaux de meute, hein. On est fait pour vivre en vie sociale et donc en fait les gens qui sont des fois isolés à domicile, seuls à domicile, et ben en fait ils mangent pas, ils mangent peu parce qu'en fait ils ont pas envie de partager, peuvent pas partager un repas. Il y a bien sûr les troubles de la déglutition. Je vais pas l'aborder aujourd'hui puisqu'on a un temps limité, mais les troubles bucco-dentaires, hein. Vraiment, si vous n'avez pas de dents, et ben, vous mangez plus votre steak et vous n'avez plus envie de manger parce que vous avez plus vos dents. Donc vraiment, les dents, c'est aussi une cause de dénutrition majeure. Et je l'ai mis entre guillemets les régimes quand on vieillit et notamment, c'est un des messages, hein, après 80 ans, vous oubliez les régimes, hein. C'est même celui qui a une insuffisance cardiaque majeure. Bien sûr, l'idée, c'est pas qu'il se fasse sa douzaine d'huîtres le même jour que vous faites du foie gras, mais par contre, le pain sans sel, le régime sans sel, etc., ça n'existe plus. Et pareil pour le patient diabétique. Voilà, s'il peut éviter de se faire 3 pâtisseries par jour, c'est mieux. Mais par contre, s'il a envie de manger sa pâtisserie le dimanche et manger normalement sans régime le reste de la semaine, c'est très bien aussi. Il faut qu'il mange. On oublie les régimes chez les personnes âgées. Alors, le diagnostic, comment on le fait et quels sont les freins? Donc, il y a le diagnostic, c'est la perte de poids, donc supérieur à 5% en un mois ou 10% en 6 mois ou 10% du poids total. C'est un IMC inférieur à 18,5, ça, c'est les recommandations avant 70 ans. Quand vous avez après 70 ans, c'est un IMC inférieur à 22. Et la réduction quantifiée de la masse et ou de la fonction musculaire, donc c'est une sarcopénie confirmée,
Quand vous avez après 70 ans, c'est c'est et ou, pardon, et c'est un seul de ces critères qui suffit. C'est-à-dire que soit vous avez une perte de poids, soit un IMC, soit une réduction de la masse ou de la fonction. Et là, c'est ça le diagnostic de dénutrition. Ce qui a changé, hein, puisque ça, c'est des recommandations de 2021. Et avant, on faisait notamment le diagnostic de dénutrition avec un dosage de l'albuminémie, donc un dosage sanguin. Et en fait, on faisait un diagnostic de dénutrition comme ça. Là, vous voyez, maintenant, c'est un diagnostic vraiment clinique avec une perte de poids et une diminution de la masse musculaire. L'albuminémie, vous la retrouvez sur la slide suivante sur la sévérité de la dénutrition. Vous avez une dénutrition modérée si vous avez l'IMC entre 20 et 22, avec une diminution de la perte de poids, et une dénutrition sévère si l'IMC est inférieur à 20 et ou une albuminémie justement inférieure à 30 grammes par litre. Donc vraiment un diagnostic clinique de la dénutrition, et on doit tous s'y mettre et les gens eux-mêmes d'ailleurs sur leur diagnostic de dénutrition, et je vous en parlerai après sur les tips et les choses un peu simples qu'on peut faire au quotidien pour pouvoir faire ce diagnostic de dénutrition. Alors pourquoi on s'est pas beaucoup amélioré, et pourquoi on a du frein toujours au dépistage et à la prise en charge à domicile de la dénutrition? Bah parce qu'en fait on a toujours ces idées reçues et ces fausses idées justement de se dire bah en fait quand on vieillit, la mamie de 85 ans qui commence à vieillir, bah c'est normal qu'elle perde du poids, c'est normal, elle vieillit. Bah non, c'est pas normal. En fait, on perd pas de poids, et vous l'avez vu dans le diagnostic, dans les recommandations, on ne perd pas de poids quand on vieillit. C'est pas normal de perdre du poids. Si on perd du poids, ça doit être justement un signe d'alerte. Et ça, on a des fausses idées et des fausses idées. Les gens eux-mêmes ont des fausses idées, les aidants ont des fausses idées, et les professionnels de santé ont des fausses idées. Il y a parfois des contraintes logistiques et économiques de se dire en fait on n'a pas le temps de faire ce diagnostic, l'isolement des personnes, l'alimentation. Des fois, justement, l'alimentation, les patients, les personnes se plaignent de cette alimentation peu goûtue, avec des textures qui sont parfois inadaptées. Et ça, c'est un peu normal parce qu'en vieillissant, on a des récepteurs justement au niveau de la bouche, au niveau de la langue, où en fait, ils sont un peu différents. Et donc, on doit justement pousser un petit peu le côté goûtu. On se rend compte que les goûts, justement, changent puisque, et ça, on s'en rend compte assez vite, hein, en vieillissant, on a une bouche un peu plus sucrée que ce qu'on avait, en fait, un peu plus jeune. Et or, ben, les sucreries, les gâteaux, etc., ça n'apporte pas des protéines. C'est ce qu'on retrouve, les protéines, on les retrouve dans la viande, dans le jambon, dans le poisson, etc., mais pas dans les œufs, mais pas trop dans les gâteaux qui sont très sucrés. Les territoires avec des médicalisations inégales, des professionnels de santé qui sont inégalement répartis sur les territoires, et donc forcément ça freine au dépistage. L'absence, notamment pour les l'EHPAD ou le domicile, d'expertise diète, hein. Les diètes, c'est denrée rare aussi, et donc on n'a pas assez d'expertise. Et puis la formation des professionnels de santé, et c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Mais en fait, on a aussi beaucoup de travail à faire sur la formation des professionnels de santé pour le dépistage justement de la dénutrition. Les leviers, et le levier, j'allais dire, c'est la formation, parce que vraiment, on a des outils simples. Il faut y aller chez tout le monde, c'est-à-dire les médecins coordonnateurs dans les EHPAD, les médecins généralistes, les médecins traitants, les aides-soignants, les IDE, les kinés, les cuisiniers dans les établissements, tous les intervenants du domicile, même les non-soignants, et bien sûr les personnes elles-mêmes et les proches aidants, pour casser justement tous ces préjugés de se dire bah, c'est normal que je perde du poids quand je vieillisse. Le matériel, eh ben, il est assez simple, c'est une balance. Et ça, je vous pousse, si ce n'est pas le cas, à avoir tous dans vos cabinets des balances. Et en fait, il faut que les gens ils montent sur une balance régulièrement quand ils viennent. Ça prend justement 2 secondes, et avoir en fait cette espèce de courbe de poids, et de se dire, de les alerter en disant, ben, en fait, si vous perdez du poids, c'est pas normal. Il faut en parler à votre médecin traitant. Il faut savoir pourquoi justement les gens mangent moins. Est-ce que justement c'est parce ils ont plus de dents et donc ils veulent plus manger? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des difficultés d'accès à la nourriture? Est-ce que c'est parce que ils ont d'accès en termes financiers, d'accès en termes, bah, ils ont du mal à se déplacer, etc. En tout cas, le poids doit être le signe d'alerte, et ça doit être, on doit dire aux gens de se peser s'ils ont une balance chez eux, et on doit équiper les cabinets des professionnels de santé pour le coup d'une balance. C'est quelque chose qui est pas cher et qui est très rentable. Alors, l'activité physique, ça je pense on va en reparler, mais ça fait partie de la prise en charge absolument indispensable de la dénutrition. Il faut faire en sorte que les gens fassent de l'activité physique. C'est efficace chez les gens sur lesquels on fait un diagnostic de dénutrition, mais c'est aussi et surtout efficace en prévention de la dénutrition, puisque ben, c'est vraiment un modèle vertueux, l'activité physique. C'est que
soit vous pouvez la faire en groupe et en plus ça vous permet d'avoir un environnement social. Ça va probablement stimuler votre appétit et en plus jouer sur votre fonction et votre masse musculaire. Donc vraiment, promotion de l'activité physique à fond, à fond, à fond, à tout âge et il est jamais trop tard. Alors là, je vous ai mis en fait justement pour essayer de vous montrer comme quoi l'activité physique c'était efficace. Donc ça, c'est une coupe d'un quadriceps où vous voyez en fait au milieu c'est le fémur, tout autour en gris foncé c'est du muscle. Donc ça, c'est quelqu'un qui a 25 ans, plutôt sportif. Et puis autour, là, c'est la peau. À droite, vous avez toujours une coupe de quadriceps d'un homme de 66 ans qui est sédentaire. Et donc, vous voyez toute l'infiltration graisseuse en périmusculaire et en intramusculaire due à la sédentarité. De cette même personne, en fait, on lui fait faire de l'activité physique. Et là, l'étude, c'était 12 000 ou 13 000 pas par jour. Et ben, on retrouvait une masse musculaire du quadriceps qui était quasiment strictement identique à celle de l'homme de 25 ans. Donc vraiment, la promotion de l'activité physique, elle est efficace sur la masse et sur la fonction musculaire pour agir. Alors le programme ICOP, programme de vieillissement en santé, l'idée c'était de se dire, c'est l'OMS s'est dit, ben, au vu de la population qui va quand même vieillir, genre, je vais pas parler de démographie, mais juste pour vous rappeler quelques chiffres, hein, il y a plus de personnes de plus de 65 ans que de moins de 5 ans en France aujourd'hui. La population, on va passer assez rapidement, d'ici une quinzaine d'années, à avoir 30% de la population qui aura plus de 65 ans, donc un tiers des gens hein, en France. Et la population qui va le plus augmenter, c'est les 75 ans et plus, qui vont quasiment tripler dans le monde d'ici 2050. Et donc, bah, ça engage à la fois une adaptation de la société au vieillissement, mais aussi dans cette adaptation de la société au vieillissement, c'est de faire en sorte que les gens vieillissent en santé, parce que c'est quand même ce qui est souhaité. Et donc, l'OMS, en 2019, a sorti un programme de vieillissement en santé en disant qu'il y avait 6 fonctions essentielles pour vieillir en santé. C'est la mémoire, la mobilité, la nutrition, justement, la vision, l'audition et la santé mentale, notre morale. Et qu'en entretenant régulièrement ces 6 fonctions essentielles, on pourrait essayer de vieillir en santé. Donc ce programme ICOP, c'est un programme qui commence à partir de l'âge de 60 ans. Et l'idée, c'est de repérer et de se tester, s'auto-tester sur ces 6 fonctions essentielles et en fait ensuite rentrer dans un parcours de soins le plus précocement possible. Donc il a à la fois cet intérêt de pouvoir repérer des gens très rapidement et notamment par exemple pour la nutrition, la question de dépistage. C'est justement la question de la perte de poids. On pose la question aux gens, est-ce qu'ils ont perdu du poids? Et si la réponse est oui, ils partent sur une démarche avec un parcours de soins, sur une évaluation de justement bah, pourquoi ils ont perdu du poids et un plan de soins derrière. Mais le programme ICOP, il a aussi l'intérêt d'être un vrai programme d'éducation à la santé, puisqu'en fait, à 60 ans, ce qu'on regarde dans l'expérimentation actuelle sur le programme ICOP, c'est que à 60 ans, les gens vont bien hein, pour la majorité d'entre eux. Il n'y a que la vision ou l'audition qui peut être altérée, puisqu'en fait, c'est des choses qui sont... bah, souvent, les gens ont déjà des lunettes, en fait, donc ils ont déjà une vision altérée. Donc à 60 ans, forcément, ils ressortent positifs sur la vision. Et l'audition, bah, des fois, elle commence à être altérée un petit peu à 60 ans, et donc on les repère à ce moment-là, et le reste va bien. Mais donc, comme le reste va bien, et ben en fait, le test où vous vous auto-testez, vous téléchargez en fait l'application, vous vous auto-testez, ça dure 10 minutes, même pas. Et en fait, vous refaites ce test tous les 6 mois. Ça veut dire que tous les 6 mois, bah, en fait, vous dites, bah, mes 6 fonctions essentielles pour vieillir en santé, c'est la mémoire, la mobilité, la nutrition, la vision, l'audition et le moral. Et donc, c'est aussi, en dehors de repérer, un vrai programme d'éducation à la santé. Donc voilà, ça vous l'aurez dans les slides, mais ça, pour le coup, on peut télécharger cette application. Il faut promouvoir justement auprès de vos patients de 60 ans et plus de télécharger cette application et de faire le programme ICOP. La conclusion, et ma conclusion, elle est assez simple en termes de diagnostic de la dénutrition. Il faut peser, peser, peser et peser. Et la deuxième question, c'est demander aux gens quel appétit ils ont. En fait, c'est assez simple en termes de spécificité et sensibilité. S'il y a quelqu'un qui perd du poids et qui en plus perd son appétit, vous pouvez être sûr quasiment à 95% qu'il est dénutri. En fait, après, derrière, vous pouvez faire tous les autres critères qui sont dans le diagnostic de nutrition, mais vraiment quelque chose de simple, rapide en cabinet sur des gens sur lesquels il ne va pas vous prendre de temps et qui va être assez rentable, c'est peser et demander l'appétit. Ensuite, dès qu'ils perdent du poids, il faut regarder les facteurs favorisants. Est-ce que c'est les dents? Est-ce que s'ils ont une mycose dans la bouche, etc. Et voilà. Et en tout cas, potentiellement les adresser justement à leur médecin traitant, enfin, en tout cas qui, eux, les patients, ils alertent leur médecin traitant pour individualiser la prise en charge. Et ça, mes collègues vont en parler avec notamment l'apport protéique qui est hyper important et la prise de repas qui peut être aussi un peu différente entre un âge adulte, un adulte sain entre guillemets et une personne âgée. Il ne faut pas hésiter à fractionner les repas, fractionner les prises de protéines. L'activité physique, plus, il faut y aller sur l'activité physique.
Et la prise de vitamine D, bien sûr, puisque on sait qu'il y a beaucoup de carences aussi en vitamine D, et il y a plein d'effets bien au-delà de l'effet ostéo-calcique, voire ostéomusculaire de la vitamine D chez les personnes âgées. Vous êtes tous les bienvenus, bien sûr, aux Journées vieillissement et maintien de l'autonomie, où on traite plein de sujets. C'est vraiment ouvert à tous les professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées, qui travaillent sur la thématique du vieillissement. C'est pas du tout un congrès santé dans le sens médical. Bon, puisque d'ailleurs, on traite des sujets qui vont bien au-delà de la santé. Il y aura une table ronde sur le programme ICOP, il y aura une table ronde sur le plan anti-chute, sur des sujets de santé, mais on parle aussi, on va faire une table ronde qui va s'appeler Vieux et à l'heure, où on a une dame marathonienne qui a 85 ans et qui va venir nous parler de la façon dont elle s'entraîne à ces marathons, on va parler de sexualité chez les personnes âgées, on va parler de culture en EHPAD, enfin vraiment des choses très très larges. Donc vous êtes bien sûr les bienvenus, vous avez le site internet et je vous attends nombreux. Je serai très content de vous accueillir au Palais des Congrès à Tours le 26 et le 27 mars. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Fougère. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser vos questions maintenant au docteur Fougère qui va devoir repartir après. Quand on dit les apports hyperprotéinés, alors je sais qu'il existe plein de soupes, de yaourts, de choses comme ça. Je veux dire, est-ce que la personne âgée, des fois, elle n'arrive même plus à manger ce genre de choses? Euh, Qu'est-ce qu'on peut proposer en plus différemment? Alors, quand vous parlez des briques ou des produits hyperprotéinés que les gens prennent en Oui, complément, des compléments alimentaires, des CNO. oui. Alors, bon, ma collègue répondra encore mieux, ma collègue diététicienne répondra encore mieux. Mais l'idée, moi en tout cas, mon message, c'est que les compléments nutritionnels oraux, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que c'est un complément. Donc déjà, ça doit être complémentaire à une prise de repas correcte et surtout pas remplacer un repas X ou Y. Ensuite, moi, ce que j'essaie de promouvoir, c'est fractionner aussi les prises alimentaires pour faire en sorte que bah oui, c'est vrai que quand on vieillit, c'est plus dur de faire un plus gros repas que quand on était plus jeune. Donc, faut pas hésiter à fractionner les prises alimentaires, et notamment avec des collations. Et ensuite, moi, ce que je dis souvent, c'est le soir, quand les gens disent, bah moi, j'ai mangé une soupe et une pomme, bah, je leur dis, bah ouais, mais là, il n'y a rien, enfin, ou il y a quasiment rien. Donc, en tout cas, si vous voulez faire votre soupe, bah, c'est bien, mais par contre, ça serait bien de faire une soupe avec de la crème fraîche, puis mettre aussi peut-être un œuf là-dedans, et puis manger peut-être une tranche de jambon au moins, pour faire un peu d'apport en protéines. Ça peut être pas mal là-dessus. Parce que, je le redis, et c'est ce que j'ai dit dans mes propos, hein, les apports protéiques, enfin, les apports caloriques et protéiques sont les mêmes chez la personne âgée, voire supérieurs si en plus ils sont dans une période d'hypercatabolisme parce qu'ils ont une infection X ou Y. Donc vraiment, faut pas être culpabilisant dans nos discours en disant faut manger, faut manger, faut manger, mais en tout cas, essayer de leur donner des conseils à la fois de prise alimentaire parce que penser qu'ils vont manger 300 grammes de steak tous les midis, c'est même pas la peine, ils le feront pas et s'ils vous disent qu'ils le font, c'est qu'ils vous mentent. Donc vraiment, essayer de fractionner les prises, faire en sorte d'être le plus varié possible, le plus goûtu possible, pour ensuite s'il doit y avoir CNO, ça doit être vraiment à distance des repas, vraiment réévalué, enfin, il faut que ça soit à chaque fois réévalué, parce que ça doit être complémentaire de tout le reste des prises. Mais je peux laisser Anne compléter sur ce que je viens de dire. Je confirme, hein, je reparlerai de la soupe et de la pomme tout à l'heure. C'était mon exemple que vous avez pris. Je suis pas trop d'accord non plus avec la soupe et la pomme, donc je recompléterai. Déjà, je voulais vous remercier pour votre intervention qui était très intéressante. Et je me demandais dans l'ICOP, est-ce qu'en dessous d'un certain seuil, l'application propose au patient d'aller consulter son médecin traitant pour lui informer des résultats ou pas? Alors là, pour vous parler du programme ICOP, juste, on est alors c'est un article 51 là, du ministère, donc c'est en expérimentation jusqu'à la fin de l'année. On va avoir une implémentation nationale qui va se faire de façon progressive à partir de 2025 sur tous les territoires de France et donc de Centre-Val de Loire. Là, l'idée du parcours, parce que l'idée c'est toujours pareil, c'est si vous faites un repérage, il faut que vous soyez en capacité de faire une évaluation et une intervention, enfin, enfin, de parcours de soins, pas forcément vous individuellement, mais en termes de parcours de soins. Donc, l'idée, c'est que les gens, s'ils s'autotestent, il faut qu'ils aient le résultat de leur test qui dit, en gros, soit tout va bien, refaites le test dans 6 mois, soit vous avez une altération, par exemple, au niveau nutritionnel, il faut consulter votre médecin traitant. Ensuite, l'évolution qu'on cherche de l'application, c'est que tout ça, ça puisse
tous les résultats puissent implémenter mon espace santé pour aussi faire en sorte que les professionnels de santé qui sont auprès du patient puissent aussi voir les résultats et avoir les résultats transmis. Là, pour l'expérimentation, on avait ce qu'on appelle une gestionnaire d'alerte qui recevait tous les résultats des ICOP qui étaient faits par n'importe qui, à la fois en auto-évaluation ou en hétéro-évaluation avec un professionnel, et qui derrière contactait le médecin traitant s'il y avait une alerte sur une ou plusieurs capacités. Donc de toute façon, il y a toujours le lien avec le médecin traitant et qui est indispensable parce que derrière, c'est lui ou elle qui doit en tout cas faire l'évaluation le plus approfondie et construire le plan de soins en lien avec les autres professionnels de santé. Donc oui, il y a forcément le lien avec le médecin traitant. Ok, ok, merci. Mais merci D'accord. beaucoup en tout cas pour tout ça. Merci à vous alors. Alors, on passe en deuxième partie avec Antonin Autier. Je te laisse te présenter. Oui, bonsoir à tous. Merci professeur et merci Frédéric pour cette belle intervention et ce webinaire. Merci aussi à tous qui prennent un petit peu de temps pour discuter de cette thématique, qui est une thématique d'actualité, vous allez le voir, et qui me tient effectivement pas mal à cœur. Donc moi je suis kinésithérapeute, je travaille à Paris au sein de la Fédération française de judo, donc je suis kiné libéral. J'enseigne à mi-temps à l'école universitaire d'Orléans, principalement pour des thématiques de nutrition et de santé publique, puisque j'avais passé un DU en la matière. Donc, c'est des choses que j'affectionne particulièrement. Très rapidement, sans les détailler, mes liens d'intérêt, en tout cas, je suis en mesure de vous dire que je n'ai aucun lien d'intérêt qui serait susceptible d'altérer la qualité de mon discours, puisque finalement, c'est pour la plupart des sociétés savantes ou des organismes syndicaux de kinésithérapeutes par lesquels j'ai collaboré par le passé. Vous l'avez dit, professeur, effectivement, on a une population en France qui est majoritairement vieillissante. On a un vieillissement démographique qui est relativement marqué, principalement dû à deux choses. D'abord, eh bien, l'arrivée aux âges avancés des générations du baby-boom, donc qui sont nées dans les années 50, et l'allongement important de l'espérance de vie. Pour vous donner quelques chiffres, mais en tout cas, ça a déjà été dit, en 2023, on a un peu plus de 20% de la population qui avait 65 ans ou plus. Et cette proportion-là, en 2070, ça atteindrait donc 30%, soit une personne sur trois, avec un nombre de personnes âgées, donc de 75 ans ou plus, qui devrait doubler entre 2013 et 2070, et une proportion de personnes de 85 ans ou plus qui pourrait même jusqu'à quadrupler. Donc en fait, on passerait de 2 millions de personnes à un peu plus de 6 millions de personnes. Donc finalement, bah, cette dynamique-là, elle pose des défis majeurs en termes de protection sociale, en termes de santé publique, et aussi en termes d'organisation de soins et de services à la personne âgée. Alors nécessairement, cette population, en tout cas une partie de cette population, peut être à risque de dénutrition. Sur les quelques papiers qu'on a, à l'échelle européenne, cette prévalence-là de dénutrition, elle serait comprise entre 3 et 18% dans l'établissement d'hébergement, un peu plus de 30% en unité de soins. Et je n'avais pas les chiffres exacts, mais en tout cas, on a un papier relativement récent de Dr Torres, qui est française et qui estimait, dans une population urbaine et périurbaine en France, d'un taux de patients autour de 15% à risque de dénutrition, sachant que ce chiffre-là est largement sous-évalué, on en reparlera. Donc finalement, un mauvais état nutritionnel n'est pas rare du tout chez la personne âgée et encore plus à domicile dans les zones rurales ou urbaines en France. Donc on se doit, et ça a été dit, nous, en tant que professionnels de santé, de surveiller l'état nutritionnel de nos patients et surtout eh bien, de maîtriser les stratégies de dépistage et de repérage. C'est vraiment indispensable puisque ces dernières doivent être réalisées dans toute situation à risque et même chez les sujets ayant un IMC élevé, puisqu'on peut tout à fait être en situation d'obésité et de dénutrition. Donc finalement, quel enjeu est-ce que ça nous présente? Eh bien, les interventions nutritionnelles concernant les personnes âgées dénutries ou à risque de dénutrition ont montré plusieurs effets positifs sur le statut nutritionnel d'abord, avec aussi une réduction du risque d'hospitalisation chez les personnes âgées vivantes à domicile, une réduction du risque de complications à l'hôpital et une réduction des réadmissions après la sortie ou encore de la perte d'autonomie à la suite d'une hospitalisation. À l'inverse, l'absence d'identification systématique et donc, in fine, de prise en charge de cette dénutrition va entraîner une perte de chance, que ce soit sur la qualité de vie, sur l'autonomie ou sur le taux de survie chez nos patients âgés, avec évidemment un coût pour la collectivité qui est aussi augmenté. Donc aujourd'hui, l'efficacité de la prise en charge précoce, elle est plus à démontrer et on se doit absolument d'être proactif sur le sujet. Alors, quel frein à cette efficacité-là? Eh bien, je vous l'ai dit, finalement, seul un faible pourcentage de patients dénutris est vraiment reconnu et reçoit ensuite un support nutritionnel. Récemment, en 2019, on a eu
la publication d'un nouveau consensus du GLIM, qui est une association d'experts et de sociétés savantes internationales qui, professeur, vous l'avez dit, va associer cette fois-ci des critères qui sont dits phénotypiques à des critères étiologiques, et les experts ont retenu globalement 5 critères pour le diagnostic. Je ne vais pas en reparler, ça a été très bien dit, à savoir la perte de poids non volontaire, la diminution de l'IMC, la réduction de la masse musculaire, la diminution des apports alimentaires ou des phénomènes d'absorption, et la présence d'une maladie ou d'une inflammation. Donc ce consensus-là, il est venu apporter un peu plus de précision, puisque les dernières recommandations de la l'HAS datait de 2007. Et ce consensus du GLIM va préconiser du coup une approche en 2 étapes, à savoir d'abord l'identification du risque. Et ça, on peut jouer un rôle en tant que kiné, mais finalement plein de praticiens de santé, ou pas d'ailleurs, avec des outils de dépistage qui sont validés aujourd'hui. Et dans un second temps, la réalisation du diagnostic par le médecin de dénutrition, qui va ensuite déterminer son degré de gravité. Alors c'est souvent un peu plus compliqué que juste une histoire d'apport et de sortie d'énergie, ou en tout cas de déséquilibre, puisque finalement chez nos patients et chez nos patientes âgées, on a des vraies modifications physiologiques qui sont liées au vieillissement, et qui, par exemple, pourraient présenter des activités hormonales ralenties, donc avec une diminution de la fixation du calcium sur les os, entraînant de fait un risque accru d'ostéoporose ou d'augmentation de fracture du fémur. On a aussi une élimination des déchets qui est réduite, avec une accumulation plus importante d'acide urique, avec un risque de goutte plus important, de cholestérol, notamment chez nos patientes, des sécrétions digestives qui sont diminuées. Donc on a moins d'acide chlorhydrique dans l'estomac, on a une digestion des protéines qui est moins efficace, avec des fonctions hépatiques et pancréatiques qui sont aussi altérées, une motricité digestive qui est souvent réduite. Donc c'est des patients qui vont avoir des prédispositions à la constipation, des phénomènes de rétention d'eau diminués. Le professeur l'a très bien dit, et vous aurez des exemples un peu plus loin sur des réels problèmes de dentition, avec des difficultés à mastiquer, une éviction de certains aliments et un changement de préférence alimentaire, puisqu'on le sait, la personne âgée va avoir une diminution de l'appétence pour la viande, pour les produits carnés, à l'inverse des produits sucrés qui vont être souvent privilégiés. Donc on a finalement un changement de préférence alimentaire et des phénomènes de sarcopénie, d'anorexie liés à l'âge aussi, même si ce n'est pas encore des choses qu'on comprend complètement. Mais toutes ces modifications-là viennent influer sur ces patients. Alors, comment est-ce que ce repérage peut être fait, et finalement au cabinet, quels outils vous avez à disposition? D'abord, évidemment, ça passe par l'anamnèse, à savoir de venir creuser un peu plus sur l'historique clinique, sur le poids du patient, à bien faire le distinguo entre le poids actuel et le poids habituel. Est-ce qu'on fait un lien avec des changements récents dans l'alimentation? Est-ce qu'on a des symptômes qui vont affecter la nutrition, des nausées, des vomissements? Est-ce qu'on a des problématiques gastro-intestinales, des problématiques buccales, ou encore d'autres types de médicaments et traitements en cours qui peuvent influencer soit l'apport nutritionnel, soit différentes pathologies impactant les besoins. Sur l'examen physique, différentes choses, évidemment la mise en évidence d'une fonte musculaire, la présence d'œdème ou encore de perte de graisse sous-cutanée. D'autres choses à venir rechercher, à savoir la perte de poids inexpliquée, la sensation de faiblesse musculaire ou différents changements dans l'apparence générale. Donc c'est vraiment important, de manière systématique chez la personne âgée, d'aller investiguer ces choses-là par des questions ouvertes d'abord, ou alors à venir préciser un peu plus les choses dans la suite de l'anamnèse. C'est peut-être une des diapos les plus importantes. On se doit, et encore plus pour des patients à domicile, parce que vous l'avez dit, les patients qui sont souvent déjà inclus dans un parcours de soins en institution le sont beaucoup moins à domicile. Donc nous, en tant que kiné, en tant que praticiens libéraux à domicile, on se doit d'aller chercher chez nos patients les différents facteurs de risque qui sont spécifiques de la dénutrition, à savoir des patients qui sont souvent en isolement social, qui vivent des phases de deuil, qui ont des difficultés financières, parfois des phénomènes de maltraitance, d'hospitalisation ou d'entrée en institution qui vient changer brutalement les habitudes de vie. Vous allez le voir ensuite, deux facteurs de risque sur la sphère bucco-dentaire, avec des troubles de la mastication, un mauvais état dentaire, un appareillage qui peut être mal adapté, une sécheresse de la bouche qui peut être aussi médicamenteuse, divers candidoses ou dysgeusies, notamment des choses qu'on a vues avec la Covid, d'autres troubles de la déglu, que ce soit ORL, vasculaire ou neurodégénératif, et évidemment, ça a été dit aussi, tous les troubles psy, à savoir les syndromes dépressifs et troubles du comportement. On a également d'autres facteurs de risque qu'il faut absolument aller creuser chez nos patients, et encore plus les patients âgés, à savoir les syndromes démentiels, les différents troubles neurologiques, syndrome parkinsonien ou troubles de la vigilance. Ça, c'est la partie plus médicale. Le médecin traitant se doit régulièrement de réévaluer la pertinence
de certains traitements, puisque finalement la personne âgée a souvent des situations de polymédication, avec parfois des médicaments qui vont entraîner des sécheresses de la bouche, des dysgeusies, des troubles digestifs, des somnolences ou attention aussi aux corticoïdes de long cours. Et ces patients-là vont souvent aussi présenter des affections aiguës ou chroniques, de la douleur, des pathos infectieuses, des fractures parfois, escarres, constipation, et vont souvent être dépendants pour les actes de la vie quotidienne, l'alimentation, la mobilité. Et vous l'avez dit, tous les régimes restrictifs qui doivent être signalés et qui n'ont plus forcément lieu d'être à ces âges-là. En complément de tout ça, pendant l'anamnèse, on va pouvoir s'appuyer ensuite sur des outils de repérage. Et je fais bien la différence entre le repérage qu'on va pouvoir nous euh, utiliser et mettre en place, qui est bien différent des outils de diagnostic que le médecin peut lui utiliser. En termes d'outils de repérage, on en a plusieurs aujourd'hui qui sont décrits dans la littérature. Je vous ai présenté ici 5 questionnaires différents que vous pouvez utiliser au cabinet. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit zoom sur l'un d'eux qui s'appelle le MNA. Le MNA qui existe dans une forme complète, ou ce qu'on appelle le MNASF, qui est la forme la plus courte, et qui est un questionnaire que vous pouvez utiliser, qui est validé, qui va s'adresser aux personnes âgées. Donc on a environ 500 papiers sur le questionnaire. Il est sensible, il est fiable, il est aussi dans la très grande plupart des recommandations des différentes sociétés savantes. Et c'est un questionnaire qui vous prend moins de 4 minutes à faire, qui ne demande aucune formation particulière, aucune donnée de laboratoire, parce que le professeur l'a dit, on n'a plus cette notion d'albuminémie pour le diagnostic ou pour le repérage. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en moins de 4 minutes qui va nous permettre d'identifier les personnes à risque et même avant même qu'elles ne perdent de poids, donc qui favorise une intervention précoce. C'est un outil de repérage qui est peu coûteux et qui nous permet du coup une évaluation un peu plus standardisée, reproductible et fiable de l'état nutritionnel. Donc c'est quelque chose que je vous invite à utiliser, qui est en français et qui nous permet de standardiser un peu plus le repérage de ces patients-là. Ce questionnaire-là, il va vous donner un score, donc globalement de 0 à 14 points. Alors quand on est entre 12 et 14 points, on a un statut nutritionnel qui est normal. Les recommandations, elles sont simplement de répéter le dépistage après toute maladie ou événement aigu, globalement une fois par an pour les personnes âgées vivant en communauté et tous les 3 mois chez les patients d'institution. Quand on a un patient qui va présenter entre 8 et 11 points, c'est là qu'il faut se demander si on a une perte de poids associée ou non. Si on a une perte de poids, c'est là que dans les recommandations, on propose une première intervention nutritionnelle avec évidemment en interpro l'amélioration du régime alimentaire, la prescription parfois de suppléments par voie orale et un contrôle plus fréquent du poids avec diverses évaluations approfondies. Enfin, quand on a un score de 0 à 7 points, on est en situation de dénutrition et dans ces cas-là, on doit orienter le patient impérativement pour une intervention nutritionnelle, une prescription éventuelle aussi décidée par le médecin sur une supplémentation un peu plus importante en termes de besoins énergétiques et avec un contrôle du poids un peu plus fréquent. Donc ce questionnaire-là, ce questionnaire MNA ou MNASF va pouvoir venir catégoriser un peu plus le type de patient, les interventions à apporter. Pour la collaboration, évidemment, on a une collaboration interpro à mettre en place, que ce soit d'ailleurs sur des professionnels de santé ou du secteur social ou médico-social. Évidemment, le médecin généraliste qui reste la pierre angulaire, le diététicien ou diététicienne qui va s'occuper de toute la partie alimentaire et équilibrage, infirmier pharmacien, les kinés, les orthophonistes notamment, dans les bilans de déglu parfois, les ergos, les psychologues, le gériatre et on y pense un petit peu moins, nos chirurgiens dentistes. Vous allez le voir après, vous comprendrez un peu mieux pourquoi. Ensuite, dans tout le secteur du social, les assistants ou assistantes sociales, les aides à domicile qu'il faut impérativement sensibiliser et accompagner, parfois se tourner vers les collectivités pour un service de portage de repas, les différentes associations, familles, proches ou aidants. Vous avez ici l'exemple, et je remercie d'ailleurs le docteur Bigot, qui est chirurgien dentiste à Bracieux dans le 41, l'exemple d'une patiente qui avait une réelle problématique de dénutrition. Et je pense que vous êtes en mesure de deviner pourquoi. Donc, cette patiente-là qui présentait des réelles problématiques bucco-dentaires. Et sur la slide suivante, on va pouvoir voir du coup l'intervention du docteur Bigot qui a proposé une intervention dentaire pour essayer de retrouver une fonction masticatoire fonctionnelle avec du coup la pose d'une solution fixe, donc d'un bridge pour les dents maxillaires au lieu d'un appareil amovible, donc un dentier qui n'était pas tant adapté que ça. Pour les dents mandibulaires, il n'a pas eu le choix que de réaliser un dentier mandibulaire puisque finalement il n'avait pas d'autres solutions prothétiques.
Mais pour les personnes âgées, on le sait, les troubles bucco-dentaires sont extrêmement fréquents et les prothèses amovibles sont aujourd'hui encore relativement inconfortables, engendrant souvent des phénomènes de sous-alimentation. Donc c'est l'exemple typique d'une patiente qui a pu actionner ce levier-là. En conclusion, évidemment, le kiné a un rôle de sensibilisation tant auprès des patients que de leurs proches sur les risques liés à la dénutrition, sur les conséquences sur la qualité de vie, sur l'autonomie ou les complications possibles. On a un rôle dans la prévention, qu'elle soit primaire, donc pour éviter que la dénutrition survienne, notamment sur l'activité physique, sur les habitudes d'hygiène de vie, sur l'alimentation équilibrée. La prévention secondaire pour détecter précocement les premiers signes de dénutrition, pour agir ensuite et éviter l'aggravation, et évidemment prévention tertiaire pour tenter de limiter les complications, et notamment sur le travail de renforcement musculaire et d'activité physique. On a un rôle dans le repérage, puisqu'on est un des professionnels de santé qui peut-être voyons le plus ces patients-là, encore plus à domicile. Donc on a un rôle de repérer et d'orienter ces patients dans un parcours de soins qui soit cohérent avec tout un tas de professionnels en pluridisciplinarité. On a un rôle aussi d'éducation thérapeutique auprès de ces patients, c'est un aspect fondamental de notre métier, et évidemment de suivi et de surveillance en interpro. En toute dernière conclusion, je vous invite, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion, de lire la petite série du Monde qui est parue ces dernières semaines sur le vieillissement et qui prend l'exemple d'une entreprise japonaise qui, en mars 2024, a cessé de fabriquer des couches pour bébés et qui s'est mis en fait à fabriquer des couches pour personnes âgées, qui visiblement est un marché beaucoup plus lucratif dans les années à venir. Voilà, merci pour votre attention et je laisse la parole à Anne pour la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, Antonin. Bah, écoute, Anne, à toi si tu veux. Bonsoir tout le monde. Du coup, merci de m'avoir fait venir ici. Mon nom, c'est Anne Girardot. Il y a une petite blague tout à l'heure, c'est pas Annie. Je suis diététicienne nutritionniste à temps partiel à l'hôpital de Chinon, donc à l'ouest de l'Indre-et-Loire. Et j'ai aussi une activité en libéral qui est variée. Je fais des consultations en maison de santé où je travaille aussi des kinés et des interventions de formation, de conférences et d'animation. À propos des animations d'ateliers, j'interviens auprès de l'ACEPT. Je suis prestataire de l'ACEPT, je n'y suis pas salariée. Je vais vous en parler parce que là, vous avez fait appel du coup pour cette soirée à l'ACEPT pour me trouver. Donc l'ACEPT, c'est l'Association pour la santé, l'éducation et la prévention sur les territoires. Ça regroupe tous les départements de notre région. Et vous, kinés, vous pouvez contacter l'ACEPT si vous le souhaitez pour adresser par exemple des patients. Donc ça s'adresse surtout pour une population âgée, donc des retraités et même des jeunes retraités. Il y a des ateliers, alors c'est gratuit, hein, il y a juste enfin, c'est pas gratuit, mais il y a juste une petite participation qui est demandée, c'est financé par les caisses de retraite notamment et d'autres organismes, et ça propose des ateliers, donc c'est convivial, de groupe entre 5 et 20 séances. Et par rapport aux thématiques des kinés, je peux citer l'activité physique adaptée, l'équilibre et la prévention des chutes. Il y a aussi la nutrition, d'autres thèmes sur la mémoire, par exemple. Donc, je vous propose de commencer. J'ai fait une petite présentation sur la nutrition en 3 parties. Pour commencer, sur la nutrition de la personne âgée en général. Ensuite, l'adaptation de cette alimentation en cas de pathologie. Et pour finir, sur la dénutrition. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le besoin énergétique, donc le besoin en calories, diminue seulement de 2% chaque année avec l'âge. Donc, c'est vraiment insignifiant. On mange pareil en vieillissant, on ne mange pas moins. Et le maintien d'un bon état nutritionnel, il est primordial en vieillissant. Je vous ai mis, je vais pas les lire en détail, c'est pour ceux qui sont intéressés pour se rendre compte de la différence des calories qui sont nécessaires entre une personne qui est complètement alitée pour laquelle vous allez intervenir à domicile et une personne qui va pouvoir bouger. Il y a quand même une différence, le coefficient multiplicateur, il passe de 1,2 à 1,5 dans les exemples que je vous ai montrés ici pour calculer les besoins en calories. Je voulais faire un focus sur les protéines, on va en reparler encore
plus à la fin. Donc, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure. Le besoin moyen pour une personne âgée est supérieur pour lutter contre la sarcopénie. Et je vous parle d'un individu sain, je vous parle pas d'un individu dénutri, donc c'est encore augmenté par la suite. C'est quand même 15 à 20% de l'apport en énergie. Donc ça, c'est pas insignifiant. La viande et tout ce qui va permettre d'apporter des protéines, ça va être vraiment crucial pour bien vieillir. Voilà, je vous passe les autres détails. Je vous ai mis un exemple d'une journée à 2000 kilocalories, donc quelque chose qui correspond peut-être aux besoins que vous avez, vous, à votre âge, pour les participants, pour un homme sédentaire qui aurait un bon appétit de 90 ans. Et je voulais vous montrer à quel point on peut avoir des repas assez copieux quand on va bien, quand on a un bon appétit et qu'on est en bonne santé. Ça représente quand même un repas tel que vous pourriez le manger avec du pain. Le pain qui est indiqué ici, ça correspond au petit pain de restaurant. Donc, là, ça fait un cinquième de baguette. Pour le midi, pareil pour le soir. Donc ça, c'est pour 2000 calories. Donc on est ça correspond au plateau standard qu'on sert à l'hôpital, par exemple. Ensuite, dans mon deuxième exemple, je ne sais pas si on va voir la superposition. Normalement, j'ai fait en sorte que ça soit au-dessus pour vous montrer. Hop, dès qu'on diminue le pain, déjà rien que ça, on passe à 1800 kilocalories. Donc là, on serait, par exemple, on couvrirait des besoins pour une femme. Alors, d'activité habituelle, ça veut dire quelqu'un une personne âgée qui est valide avec une activité similaire à un travail assis, comme quelqu'un voilà, qui travaillerait, qui a un bon appétit, qui pèserait 60 kilos et en bonne santé. Et pour terminer, dans mon troisième exemple, là, j'enlève le fromage, j'enlève 2 tranches de pain de mie, je diminue la part de riz et je descends à 1500 calories. Donc là, j'aurai une femme plus âgée, de 90 ans, 53 kilos. Voilà, c'était juste des exemples pour vous montrer, pas pour rentrer dans les détails de calcul, mais pour vous montrer que on a encore des repas conséquents à 90 ans, des repas avec des calories et des protéines. Du coup, je vous propose de passer à la partie adaptation pour les pathologies. Pour les pathologies, donc on va reparler des régimes dans le premier slide. Donc, vous l'avez entendu déjà à 2 reprises, il n'y a pas de régime pour les personnes. Normalement, il n'y a plus de régime pour personne, mais il y en a encore moins pour les personnes âgées. Ça coupe l'appétit, donc c'est vraiment à éviter, c'est vraiment très important. Quand, régime il y a entre guillemets, c'est uniquement sur prescription médicale, sur le plus court terme possible. On parlait du Sancel tout à l'heure, normalement c'est vraiment, enfin c'est plus du tout ce qu'on fait même à l'hôpital, c'est vraiment en cas de décompensation cardiaque sévère, pour vraiment pas plus de 3 jours en fait. Normalement c'est le plus court possible. En cas le surpoids, on a parlé de l'IMC à plusieurs reprises. Je voulais vous redire ici que l'IMC que vous connaissez comme étant normal, entre 18,5 et 25, c'est pas le même pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées, pardon. On parle pas de surpoids chez les personnes âgées. Du coup, on va être entre 22 et 30 pour le poids normal. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes valeurs. Il n'y a pas d'interdit en cas d'AVK, hein, du coup pour les anticoagulants, et tout ce qui est alors pauvre en résidus, pauvre en fibres, sans fibres, enfin, il y a plein de façons de les nommer. Du coup, ça doit être aussi le plus court possible parce que un transit qui va être ralenti ou bloqué, ça va pas non plus aider à une bonne prise alimentaire. Donc voilà ce que je voulais dire sur les régimes en général, et je voulais faire un focus sur le diabète. Ça aussi, ça a été dit brièvement tout à l'heure. En fait, il n'y a pas de régime pour le diabète. On ne met pas de sans sucre. La pâtisserie du dimanche, on peut même en avoir une autre dans la semaine, bien sûr. On va avoir le plus important, ça va être d'éviter d'avoir une nuit trop longue, enfin d'être plus de 12 heures sans manger. L'alimentation, elle doit rester variée, équilibrée. Et si on veut mettre une petite pâtisserie, des petites douceurs, ça va être plutôt au cours des repas qui vont contenir des protéines, des fibres, etc. Ça va baisser l'index glycémique et ça permettra aux diabétiques de manger comme tout le monde. Et puis bien sûr, l'activité physique
pour réguler la glycémie. Donc, qu'on soit dénutri ou pas, qu'on soit âgé ou pas, il n'y a pas de régime, même en cas de diabète. Ici, je voulais vous parler des facteurs de correction. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du niveau d'activité physique. Il y a aussi les niveaux d'agression ou les facteurs d'hypercatabolisme. Donc, pour vous, kinés, vous allez avoir peut-être la rééducation après fracture, hein, et la dénutrition, c'est quand même un facteur d'1,2, donc on a besoin de plus de calories et on aura besoin de plus de protéines aussi pour un patient dénutri. Donc on a parlé du poids, mais c'est vraiment très important de pouvoir savoir si le poids varie. Le poids, il devrait idéalement rester le même s'il n'y a pas d'objectif spécifique. Se peser tous les mois, c'est vraiment important. Quand on va bien, c'est tous les mois, quand on est âgé. Et si jamais il y a dénutrition, ce sera toutes les semaines. Le surpoids et l'obésité, ça ne protège pas de la dénutrition, hein, très important. On peut être en obésité morbide et être dénutri, donc ça peut aller de pair. On a parlé un petit peu tout à l'heure des causes d'anorexie et donc au sens perte d'appétit, hein, et le refus de certains aliments. Donc après, le refus de certains aliments, il peut être dû à des changements de goût. Ça peut aussi être dû à des démences. Il y a aussi les problèmes de dentition, on en a parlé, mais c'est vraiment important, les problèmes de dentition, ça je confirme, parce que on va perdre même si on est bien, même si on a une prothèse, on va perdre en capacité masticatoire, on n'aura pas la même force masticatoire, pardon. Et puis bien sûr, si on a tendance à avaler de travers, à faire des fausses routes, pardon, on travaillera là plutôt avec des orthophonistes. Là, on va pouvoir avoir une grande anxiété et ne plus s'alimenter correctement. Ça va être un frein important. J'ai pas mis ici, mais il y a plein d'autres causes. On pourrait parler des mycoses buccales qui vont être fréquentes en vieillissant et encore plus s'il y a un cancer, par exemple. Et bon, voilà, il y a pas mal de causes qui peuvent déclencher l'anorexie. Et une des causes que j'ai pas mises ici, ça va être aussi le lien social, hein. Si le conjoint est décédé, on va avoir moins envie de manger, de faire à manger. Pour soi seul, c'est moins agréable de ne pas partager de repas et de le consommer seul. Tout à l'heure, il y a eu une question. Comment faire, du coup, alors si là moi je suis partie sur l'idée qu'on reste sur une alimentation standard, enfin je veux dire sans complément nutritionnel oral, sans les petites bouteilles énergétiques. Donc ce qui va être très important, c'est de se dire qu'on va pas limiter les repas au matin, midi et soir. Quelqu'un qui a plus trop faim, qui soit dénutri ou pas, quand il y a une perte d'appétit, mais on va essayer de multiplier les prises alimentaires pour, pour garder l'appétit. On va multiplier les volumes parce que si vous n'avez pas très faim et que vous voyez une assiette qui est remplie à ras-bord, ça va vraiment pas vous donner envie de la manger. Ça va vous couper l'appétit en fait. Certains ne vont même pas manger. On va être sur des demi-portions, enfin des petites portions, et on pourra avoir une collation le matin, l'après-midi, donc le goûter, et puis on pourra même avoir une collation le soir avant de se coucher, du coup, pour augmenter l'énergie et les protéines. Et bien sûr, on essaye d'adapter si on peut plus supporter les aliments durs, etc. On essaiera de du coup d'adapter, de mieux cuire ou alors de réduire, de mouliner ou de mixer. Donc là, je vais vous faire un focus sur la dénutrition. C'est le thème de ce soir avec ce qu'on a vu avant. Donc pour commencer, je voulais parler de l'outil de la SFNCM, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est la Société savante en nutrition, qui s'appelle le CEFI. Donc on parlait d'appétit tout à l'heure, ce petit outil sert à mesurer l'appétit. Donc bien sûr, il faut avoir pesé, il y a toujours cette histoire de poids. Si vous voyez qu'il y a une perte de poids, de force, une diminution des interactions sociales, des sorties, faites un CEFI pour évaluer si la personne mange moins. Je vous ai mis en gros sur le slide d'après. J'espère qu'on verra mieux à quoi ça correspond. C'est une petite réglette que vous pouvez, normalement, on doit pouvoir se la procurer. Pas très cher, mais sinon on peut récupérer les questions qui sont dessus tout simplement. Il y a deux faces. En fait, soit on demande
pouvez-vous nous indiquer les quantités que vous mangez actuellement en plaçant le curseur entre rien du tout et comme d'habitude? Donc là, c'est juste la petite flèche rouge que vous voyez. Et quand vous retournez, vous voyez en fait si on est sur une zone critique. Ou alors, vous pouvez montrer le côté des assiettes et que le patient vous dise combien il a mangé à son dernier repas. Est-ce il a mangé seulement les 3/4 de son dernier repas ou la moitié? Donc, on va dire qu'on est sur un risque de dénutrition. Ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser, vous, kiné. C'est fait pour tous les professionnels de santé. On peut l'utiliser en tant que kiné pour mesurer l'appétit. Au niveau du rythme alimentaire, c'est exactement ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure. Là, j'ai ajouté des petites notions sur la durée entre chaque repas, de pas idéalement d'avoir 3 heures entre chaque repas, mais après ça va dépendre du sommeil et des contraintes pour les horaires. Du coup, au moins 2h30 avant dîner, parce qu'en fait, si on rapproche trop, on n'aura pas assez faim. Donc, une ou plusieurs collations. Et le petit déjeuner, il doit être suffisamment riche si on peut. Donc, c'est toujours boisson, céréales, donc céréales, pain, biscottes, comme on veut. Un produit laitier. Et puis, on peut rajouter du coup, bien sûr, un jus. Ça fera toujours des calories ou un fruit. On a parlé de l'hygiène bucco-dentaire, donc voilà, je vous le remets ici parce que quand on n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire, on n'a pas de plaisir de manger. Bien sûr aussi de pouvoir toujours avoir des repas que l'on aime. Ça paraît, euh, ça paraît peut-être, euh, ça paraît peut-être bête, mais quand on ne fait plus à manger, ça va être plus compliqué de se procurer les repas que l'on aime. L'environnement est important, hein, si vous mangez face à une personne qui serait pas en grande forme au niveau de sa table, si elle met son sac de médicaments ou je ne sais quoi, enfin, on doit toujours avoir un environnement, une table agréable pour mettre en appétit. Autre chose aussi, quand on a des douleurs, les antalgiques, c'est souvent oublié. Si, bien sûr, si c'est validé par le médecin, ça doit toujours être pris avant les repas pour être bien au moment des repas. Si c'est pris pendant le repas, alors déjà, multiplier. Alors, bien sûr, il y a des choses qui se prennent pendant le repas, mais s'il y a trop de médication pendant le repas, le fait de boire plusieurs gorgées d'eau pour avaler ces médicaments, déjà, rien que ça, c'est un, c'est un facteur d'anorexie. En fait, on va couper l'appétit par l'ingestion des médicaments. Donc, si on a possibilité, voilà, si c'est validé, on peut avancer les antalgiques et puis pour d'autres, les mettre plutôt en fin de repas si c'est possible. Donc l'aspect organoleptique, hein, c'est ce que je disais, c'est pour maintenir le plaisir de manger, d'avoir des choses appétantes qui donnent envie. Pour que ce soit appétant, comme les papilles diminuent avec l'âge, on pourra corser un petit peu l'assaisonnement. Donc ça pourrait être un peu plus sucré, un peu plus salé, un peu plus épicé pour mieux sentir et avoir le plaisir. Parce que quand on n'a plus les papilles comme vous et moi, du coup, c'est un peu comme si on mangeait sans sel. Ça devient vraiment très fade et désagréable. Et bien sûr, en fait, comme toute consultation diététique, quand on parle alimentation, on parle toujours activité physique. Donc, activité physique quand c'est possible, ou alors des séances du kiné, bien sûr. Et le fait de pouvoir bouger, ça va aussi mettre en appétit. Quelqu'un qui bouge pas de la journée, il va avoir moins faim. Je pense que vous, quand vous avez fait une bonne séance d'activité physique, ça vous met quand même plus en appétit que si vous avez rien fait de la journée. Il y a eu des petites questions tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrichir effectivement, parce que la viande, voilà, on va avoir moins d'appétence pour la viande en vieillissant. Certains oui, mais en majorité non. On pourra ajouter des choses, soit riches en énergie ou riches en protéines. Donc, on peut mettre du lait en poudre. Je ne sais pas si vous connaissez, si je peux citer, j'ai aucun chien d'intérêt, les boîtes de lait en poudre Régilet, par exemple, qu'on trouve dans tous les supermarchés. Oui, moi enfin, je sais pas, je vois la petite question. Les orthophonistes, j'en ai parlé tout à l'heure sur le slide pour les fausses routes. Sinon, on peut aussi trouver de la poudre de protéines, mais de façon très très simple. On pourra avoir du fromage râpé, ou du fromage fondu, vous savez, un petit kiri ou autre, enfin un ou deux d'ailleurs, qu'on ajoute dans la soupe, de l'œuf. De l'œuf, ça se délaye facilement et ça se mange plutôt facilement. Enfin, du coup, ça se mange plutôt facilement.
de la crème fraîche à ajouter et du beurre, de l'huile. Ça va ajouter beaucoup de calories sans ajouter de volume en fait. Donc c'est plutôt intéressant d'utiliser ces ingrédients. Tout à l'heure, vous avez entendu à peu près les mêmes. Je suis désolée pour la redondance. Donc, vous pouvez entendre pas mal d'idées reçues. C'est normal, on mange peu en vieillissant. Mon médecin m'a dit de faire attention en l'an 70, hein, par exemple, ça fait 50 ans. Je suis diabétique, je dois maigrir. Une soupe et une pomme le soir, ça me suffit. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez entendre. Et puis, on va passer à la diapo suivante pour les combattre. Je voulais juste vous montrer ma dernière slide pour conclure, de gérer les priorités. Donc, pour couvrir les besoins nutritionnels lorsque l'on est dénutri ou à risque, on va vraiment penser aux sources de protéines midi et soir. Donc, on oublie vraiment la soupe avec la pomme. Ça, c'est juste pas possible quand on est dénutri. Et vous allez avoir beaucoup de personnes âgées qui vont dire, bah, moi, ma soupe, ou ma pomme ou ma compote, moi ça me suffit le soir, j'ai pas beaucoup besoin, j'ai pas envie. Enfin, c'est traditionnel, hein, c'est des habitudes et de contrer les habitudes, c'est difficile. Le problème de la soupe, c'est que ça remplit l'estomac. Et quand on a l'estomac qui est rempli et qu'on n'a déjà pas d'appétit, ben, du coup, on ne pourra pas avoir ben, l'œuf, la tranche de jambon et tout ce qui va bien après. Donc moi, j'essaye de négocier avec les patients pour ben, prendre moitié-moitié le midi et le soir. Ou pour le but, c'est pas de diminuer la soupe. Il y a pas lieu de les priver ni de les frustrer. Hein, c'est pas du tout ça. C'est de garder le plaisir et de trouver comment faire pour garder de la place dans son estomac pour les protéines. Parce que les protéines, c'est ce qu'il y a de plus rassasiant. Si vous vous êtes rempli l'estomac et que vous n'avez pas d'appétit avec un grand bol de soupe, alors après, manger une escalope de poulet, ça va être un peu difficile. Ça va même être mission impossible. Donc, garder de la place pour les protéines, c'est toujours le minimum syndical. Avoir des protéines midi et soir et même plus si on peut, hein, du coup, avoir des laitages. Les petits Suisses sont très utilisés en milieu hospitalier, mais ça peut s'utiliser aussi à domicile. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez, les petits Suisses où on enlève le papier pour, ça existe aussi sucré, donc on peut utiliser. C'est riche en protéines. Dans un petit Suisse, on a plus de protéines que dans un petit Suisse de 60 grammes, on a plus de protéines que dans un yaourt de 125 grammes. Donc c'est intéressant. Et on doit aussi avoir une source de féculents. Sinon, c'est un peu comme sur une voiture sans essence. On doit quand même avoir un peu d'énergie, donc des féculents à chaque repas. Donc midi et soir, source de protéines, pain et ou féculents et matières grasses. Ne pas oublier les matières grasses pour le maintien de l'état cérébral et puis pour les calories aussi, hein, c'est très important. Et ensuite seulement, attention, je suis pas anti-fruits et légumes, mais ensuite seulement, une fois qu'on a rempli ces priorités-là, on ajoute les fruits et les légumes. Donc ça peut être entre les repas, ça peut être, voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer. D'abord les protéines, et les glucides complexes et ensuite le reste. Est-ce que vous avez une petite question? Moi, j'ai une petite remarque. Bravo pour le rajout de la crème fraîche. Au moins, ça donne du goût. C'est parfait. En effet, comme il y a souvent des risques de fausse route, est-ce qu'il existe des gels qui permettent d'avoir une alimentation moins liquide? Parce que je sais que ça existe Oui, pour l'eau, mais est-ce que ça se mélange avec... oui, il existe des épaississants qui permettent de gélifier. En fait, ça va faire soit un gel ou soit ça va épaissir. Oui, ça existe. Ça existe en pharmacie. On peut en D'accord, commander en pharmacie. C'est assez, ça sera indiqué hein, par les orthophonistes quand il y a des troubles de déglutition. d'accord. Moi, j'avais une petite question Oui, en premier lieu. Enfin, moi, je suis plus dans une spécificité cardio-respiratoire, mais dans l'intervention, notamment à domicile ou en HAD ou en EHPAD, on est souvent sollicité sur des encombrements bronchiques, et notamment des pneumopathies de base droite. Déjà, alors peut-être aux autres intervenants, professeur Fougère et Monsieur Thier, c'était savoir déjà s'il y avait des facteurs un peu prédictifs là-dessus sur la prévalence des pneumopathies de base droite les troubles de la déglutition. Et pour vous, plus l'interrogation, c'était souvent quand on est face à ces patients, ils mangent plus du tout parce qu'ils sont tellement encombrés voilà, qu'ils n'arrivent plus à manger. Et du coup, sont souvent peut-être avec des sondes. Et en fait, on se retrouve sur une autre problématique où en fait, ils sont sondés et du coup, l'installation n'est pas forcément bien faite et on a presque un trouble de la déglutition qui est déjà présent, mais en fait, la sonde mal installée, donc on refait des fausses routes
enfin, c'est un peu la chaîne sans fin, et nous, on est sollicités en attendant des solutions miracles pour désencombrer, alors qu'on traite le symptôme et non pas la cause. Et ma question, c'était, est-ce que, qui vous était plus destinée, c'était de se dire, est-ce que vous, dans ces cas-là, vous allez plutôt préconiser déjà d'aller arrêter l'alimentation et enfin, comment vous agissez dans ces cas-là? Alors, ça va vraiment dépendre. Du coup, ça sera traité conjointement avec le médecin. La sonde, ça peut gêner hein, pour les troubles de déglutition, ça c'est sûr. Hein, vous parlez de nutrition entérale, on est d'accord, hein, du coup, c'est Ouais, tout ça? à fait, ouais. Oui, ça peut vraiment gêner et ça peut aggraver les troubles de la déglutition, hein, donc effectivement. Euh, En fait, normalement, là, ce qui est dommage, c'est que l'intervention, elle est trop tardive. Enfin, cette sonde, normalement, on doit tout faire pour l'arrêter, mais après, ça dépend de à quel moment le patient s'est présenté. Mais c'est vrai que si on peut agir en amont et puis commencer à enrichir. Là, moi, j'ai vraiment parlé que d'enrichissement maison, en fait, Ouais, hein, dans tout à fait, ouais. dans mes slides, mais bien sûr, il y a d'autres étapes. Après, il y a les CNO qui ont été évoqués avec le professeur en première partie. Euh, c'est vrai que ça va être compliqué, en fait. Alors, on pourra travailler quand même sur la texture, malgré la sonde, sur la texture Parce des que aliments à c'est domicile, vrai que ça. j'ai l'impression que vous, comme nous, dans ces cas-là, on arrive un peu en bout de course et malheureusement, on tombe dans un cercle d'alimenter, on n'arrive plus à le faire et de désencombrer non plus. Enfin, la dénutrition est là et c'est En vrai que j'ai plus, la l'impression qu'il y sonde, a elle est énormément très de, anxiogène. Oui, c'est ça. c'est exactement Et, ça, en fait. C'est et très souvent, en anxiogène. fait, il y a un manque de formation des équipes sur l'installation toute bête du patient. Alors Il il y y a en a qui sont vraiment à sur plat. Ouais, l'installation, rien que ouais, ça, pour un c'est patient ça, qui est bien exactement. installé, j'en ai pas parlé dans mes slides, mais c'est tout à fait vrai, hein, un patient qui est mal installé à table, ça va décupler le risque de fausse route. Ouais, et puis en plus de ça, mal installé à table, mais aussi dans son lit, en fait, Et il y en bien a, sûr, on oui. a retrouvé en décup strict limite avec une sonde. Hein. Donc forcément, là, c'est une fausse route assurée, mais je me demandais, en fait, c'était plus dans le programme peut-être d'accompagnement vieillissement, mais d'avoir vraiment une alerte là-dessus sur l'installation, sur à la fois c'est un peu trop tard, en fait, quand ils sont déjà encombrés, qu'il y a une pneumopathie qui s'est installée, quoi. Et enfin, voilà, c'était plus cette question de savoir s'il y avait des programmes de prévention qui étaient faits en amont dans les établissements. Alors dans les établissements, oui, il y a de la prévention, enfin, en tout cas en milieu hospitalier, on dépiste, hein, du coup, en systématique la dénutrition, du coup, en pesant le patient, en contrôlant son appétit. Oui, il y a un dépistage, normalement, qui est systématique. En EHPAD, pareil. Alors, bien sûr, hein, quand il y a les professionnels qu'il faut, du coup, les médecins, les diététiciens qui vont dépister en priorité. Mais oui, quand on prévient, ça se passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple, ça s'enraye beaucoup plus facilement. Je suis Merci d'accord. beaucoup. Merci Anne. J'ai encore une petite question, moi. On parle beaucoup des légumineuses aussi. Les lentilles, tout ça, vous voulez dire? Oui, voilà, oui. Alors du Alors, coup, je les mets dans les féculents, mais oui, c'est une source qui va être très intéressante. Par contre, attention, quand on est sur du végétal, on n'a pas tous les acides aminés comme dans la viande. Donc quand c'est compliqué quand on est dénutri. S'il y a la dimension perte d'appétit, pour faire l'équivalent d'une part de viande, ça sera par exemple des lentilles avec du riz. Enfin, on aura des céréales à côté pour compléter les acides aminés et ça fera quand même une bonne assiété. Du coup, d'accord. ça va être difficile d'avoir l'équivalent mais par contre, on pourrait imaginer des lentilles et puis un petit peu de viande. Du coup, ça compléterait, voilà, le petit bout de viande, ça Mhm. compléterait en acides aminés. Parce que j'avais tendance à dire, moi, des fois, mixer des lentilles et rajouter-les dans la soupe. Mais bon. Ah non, mais du coup, les lentilles, c'est très bien. Mais du Mhm. coup, oui, il faut trouver aussi d'autres sources de protéines Ah à oui, côté d'accord. Par rapport à la quantité, quoi, ingérée. D'accord. pour avoir tous les acides aminés, Mhm. en fait, pour les muscles. Ah oui, d'accord. Avez-vous d'autres questions? Vous parliez de faire attention aussi aux quantités de matières grasses que les personnes âgées mangent. Est-ce que vous faites attention au type de matières grasses qu'elles consomment, type d'oméga, genre oméga 3, oméga 9, Oui, acides gras si saturés, on peut. insaturés? Pardon, je vous ai coupé, je croyais que vous aviez fini. Du coup, oui, si on peut, enfin, en tout cas, si on peut, on pourra, alors de manière très pratico-pratique, ajouter de l'huile de colza. Si on avait qu'une, ce serait celle-là. Du coup, qui va apporter des oméga 3, donc pour le côté cérébral, le côté anti-inflammatoire.
pour la rétine, la vue, etc., les vaisseaux. Ça va contenir aussi les oméga 6 et les oméga 9. Donc, s'il y en avait qu'une, ce serait celle-ci qu'on choisirait. Après, pour cuire, on sera plutôt sur de l'olive parce que les oméga 3, ils supportent mal la cuisson. Donc après, voilà. Mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, on serait sur au moins une cuillère à soupe par repas. Pour vous donner un ordre d'idée de la quantité de matière grasse standard. Merci. Alors, si vous n'avez plus de questions, je vais remercier Anne, Antonin, et donc le docteur Fougère qui est parti. Merci beaucoup de votre intervention. Merci à vous qui êtes présents et qui le serez pour le prochain webinaire en avant-première pour le début de l'année 2025. Le thème, ce sera sur l'éthique dans le soin. Voilà, donc n'oubliez pas de vous inscrire au préalable et puis surtout passer la communication aux autres collègues qui n'ont pas encore l'habitude de venir voir sur le site URPS ou qui n'ont pas vu la communication sur LinkedIn, etc. Merci à Monsieur Buron aussi, de Monia Patrimoine, pour cette présentation du début. Et bonne soirée à tous. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à très, très bientôt. De très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. Reposez-vous si possible.